Affaire Mourad. Histoire d'une infiltration de la DST dans le FLN. Dans une histoire digne d'un scénario de film d'espionnage, l'historien Mohamed Arbi nous a donné une conférence en 2006 lors d'un colloque à Lyon, sur l'affaire d'un agent appelé Mourad, qui a grimpé la hiérarchie du FLN dans la Fédération de France et a gravi les échelons jusqu'à devenir le responsable de toute la zone sud de la France, Lyon, Marseille, après que les services de renseignement français lui ont ouvert la voie vers le sommet et ont fait le ménage en arrêtant ses supérieurs les plus gradés. Il s'agit d'une infiltration de la DST, dans la Fédération de France. Mourad est recruté au FLN comme cadre permanent, puis retourné par la DST pendant son incarcération en juillet 1958, après avoir purgé une peine de 10 mois pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État. C'est dans ces conditions qu'un an après sa cooptation comme permanent, Mourad accède à un poste élevé. Il succède à Mohamed Tahar Daksi, arrêté sur dénonciation en même temps que son agent de liaison, le docteur Roger Annette. Bouchefa, quant à lui, désigné à la tête de la zone du Sud, en juillet 1958, a été arrêté en septembre de la même année en même temps que ses collaborateurs. L'agent, Mourad, que l'historien Arbi appelle « l'ascension d'une taupe », devient alors le chef de la Wilaya Sud, car la police faisait le ménage en sa faveur. Du coup, le réseau FLN Sud est sous le contrôle de la DST. À plusieurs reprises, la répression policière frappe, d'abord à Marseille en juin 1961, puis à Lyon, où Mourad venait à peine d'être muté. Les circonstances dans lesquelles se produisaient les saisies et l'arrestation des agents de liaison attirent l'attention de la hiérarchie. Les soupçons portent tout de suite sur Mourad, responsable de la région centre, d'être un informateur de la police. Au lendemain du cessez-le-feu, Mourad continue à collaborer avec la DST qui lui assigne de nouvelles tâches. Pour lui tendre le piège, la Confédération le convoque, et Sadek Mohamedi, contrôleur de la Wilaya 4, nord de la France, lui fait part d'un rendez-vous, le 17 mai, avec Kadour Ladlani, et l'invite à le suivre. En montant dans la voiture où se trouvent déjà ses futurs geôliers, il a compris que son sort était scellé. Le 18 mai, Ladlani lui signifie les motifs de son arrestation. On le somme de répondre par écrit aux questions qui lui sont posées. Mourad cherche à gagner du temps en orientant les enquêteurs vers de fausses pistes. Il tente sans succès de s'évader, avant de passer aux aveux. Le 28 juin, la commission prononce son verdict. C'est la peine de mort. Mohamed Akli Benyounès, coordonnateur de la Fédération de France, dira plus tard, « C'est un diable, il aurait pu devenir ministre s'il avait vécu. » Cet agent s'appelle Younsi Abdellah, alias Charles Mourad. Si Mourad a eu le malheur d'être démasqué, est-il légitime de se demander combien de Mourad leur masque n'est pas tombé? Combien d'entre eux ont rejoint la révolution dans l'objectif de la détruire de l'intérieur? Et combien de ceux qui ont rejoint la résistance en prévision du départ imminent de la France, devenu une certitude, pour être à la fois protégés d'un mauvais sort, puis pour servir leurs intérêts après l'indépendance? Dans les deux cas, que la victoire soit la leur ou celle de leur adversaire, c'est plus garanti d'obtenir le meilleur statut. Cette affaire est totalement absente jusqu'à une date récente des mémoires algériennes, alors que les historiens occidentaux y ont fait référence, ce qui montre que notre histoire est encore une histoire sélective, où l'on s'attache à n'en retenir que les aspects lumineux et à ignorer tout ce qui est susceptible de nous gêner. Ce sujet épineux reste encore un tabou, et peut-être pour longtemps, car sa révélation dévoilerait des dossiers explosifs et des histoires terrifiantes. Le chef de la DST, Roger Ouibo, qui a joué un rôle central dans le renseignement, souligne en 1975 dans son livre « La bataille pour la DST », page 449, ce qui suit. Les hommes que nous glissons dans le dispositif adverse, souvent à des postes subalternes, nous les aidons à conquérir progressivement de l'importance au sein de la rébellion. Nous leur permettons par exemple de passer des armes, de l'argent pour le FLN. Leurs convois clandestins sont protégés par la DST. Avec notre accord et la complicité de l'armée française,
nos agents montent également des opérations bidons, de manière à se couvrir de gloire aux yeux de l'état-major. Chaque fois, nous organisons tous nous-mêmes pour rendre le coup de main rebelle totalement crédible. Et, pour finir, Abdallah Younsi était l'un des principaux cadres du FLN en France, susceptible d'occuper à l'avenir d'importantes fonctions dans le jeune État algérien. Mais sa destinée fut tout autre.